À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour, Boker Tov. On va commencer ce journal par les derniers développements dans le Golfe Persique. Oui, effectivement, avec l'armée américaine qui a procédé durant la nuit à une troisième vague de raids aériens contre des positions iraniennes, et ce, en 24 heures. En représailles, les Iraniens ont bombardé des positions américaines dans la région. Et aux États-Unis, certaines sources affirment que le président américain Donald Trump envisage d'élargir les bombardements américains en Iran. Le président envisage même de déployer des forces de l'infanterie américaine afin qu'elles prennent le contrôle de certaines des îles du détroit d'Ormuz. Trump aurait également l'intention de bombarder massivement la montagne Makoch iranienne sous laquelle se trouveraient des installations nucléaires. Il en a parlé avec le commandant en chef de l'armée américaine. Et le porte-parole de Tsahal a lui annoncé hier soir l'élimination de 3 terroristes du Hezbollah. Oui, les 3 terroristes ont été repérés par des soldats de Tsahal dans la région de Bet Yaoun, dans le sud du Liban, au sud du Liban, contrôlé par l'armée israélienne. Et ils ont été éliminés lors d'une frappe de l'armée de l'air. Ils étaient en possession de matériel militaire. Et pendant ce temps, à Rome, par ailleurs, les pourparlers entre Israël et le Liban, Daniel, se sont poursuivis et achevés avec, selon certaines sources, des avancées positives. Oui, cependant, il n'y a pas eu de déclaration conjointe, il faut le souligner, des délégués israéliens et libanais. Et les participants ont affirmé que les résultats obtenus étaient plus constructifs que lors des rounds précédents. Israéliens et libanais ont réaffirmé leur désir de mettre en œuvre l'accord conclu entre les deux pays le 26 juin dernier. La prochaine étape devrait être la création de ces fameuses zones, dans lesquelles l'armée israélienne se retirerait afin de permettre le redéploiement de l'armée libanaise. Actuellement, le principal différend entre Israéliens et Libanais se rapporte aux modalités de repli de ces forces israéliennes du sud Liban, mais cela en général. Et puis dans la bande de Gaza, on a appris hier que l'armée israélienne avait éliminé le terroriste palestinien responsable de l'assassinat du colonel israélien Asaf Hamami. Oui, le 7 octobre, ce terroriste avait participé au massacre dans le kibboutz de Nirim et il avait également assassiné le colonel Asaf Hamami et 2 soldats israéliens, Tomer Achimas et Cyril Brodsky. Le colonel Hamami a été le plus haut gradé parmi les victimes du 7 octobre en Israël. Politique intérieure à présent, c'est aujourd'hui, jeudi, que débutera la dernière journée de la 25e Knesset. Oui, une journée marathon qui pourrait même se terminer demain matin puisque les députés de la coalition vont tenter de faire voter plusieurs projets de loi. Hier, la Knesset a voté la loi sur la séparation des prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Désormais, il y aura un conseiller juridique et un procureur général. 65 députés de la coalition ont voté en faveur de ce projet de loi. 51 ont voté contre cette loi qui retire également au conseiller juridique le caractère contraignant de ses recommandations. Cette loi était l'une des principales présentées il y a 4 ans par le ministre de la Justice Yariv Levin dans le cadre de sa fameuse réforme judiciaire. Et cependant, il semble évident que cette loi sera très vite déposée sur la table de la Cour suprême. Oui, et de facto, c'est même déjà fait. Peu après le vote, hier, la Cour a été saisie d'un recours déposé par des organisations de l'opposition contre la mise en application de cette loi, ainsi que de la loi qui a été votée avant-hier, gelant toute démarche judiciaire contre les déserteurs orthodoxes qui refuseraient de s'enrôler dans Tsahal. La Cour suprême a très vite réagi. Elle a publié un ordre interdisant la mise en application de cette loi tant que son caractère constitutionnel n'aura pas été reconnu. Et il est probable que des recours semblables seront déposés contre d'autres lois votées cette semaine par la Knesset. En marge de ces développements, le gouvernement a voté en faveur de l'implication du Shin Bet dans la lutte contre la pègre arabe israélienne. Un budget d'1,5 milliard de shekels sera consacré à cet effet. Le ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ophir Sofer, a annoncé hier qu'il quittait la vie politique. Oui, Ophir Sofer est la seconde plus haute personnalité à la tête du parti sioniste religieux, derrière Bezalel Smotrich. Depuis 1 an, il a adopté un positionnement indépendant au sein du parti et s'est par exemple formellement opposé à la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot, contre l'avis de Bezalel Smotrich. Et d'ailleurs, il semble que la décision de Sofer de quitter la vie politique soit liée à ces tensions internes avec Smotrich. Dans la lettre de démission qu'il a publiée hier soir, Ophir Sofer remercie tout de même Smotrich et Benyamin Netanyahou et il salue le leadership du Premier ministre durant cette période complexe. Sofer a appelé à la préservation de l'unité nationale. Et puis toujours à propos de démission, en tout cas, le député Danny Louz a lui annoncé aussi son départ du Likoud. Oui, et ce sera notre dernier titre. Ce n'est pas une surprise à proprement parler. Danny Louz, qui est francophone, est considéré comme l'un des députés rebelles au projet de loi promu par le Premier ministre en faveur du monde orthodoxe. Comme Yuli Edelstein et comme Ophir Sofer, il s'est opposé à la loi sur l'enrôlement, qui n'a pas été votée d'ailleurs, mais cette semaine, il a également voté contre la loi sur la centralité de la Torah et contre la loi sur le gel de la procédure contre les réfractaires au service militaire.
Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera ensoleillé. Les températures sont semblables à celles d'hier. 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 degrés à Beersheva et 41 degrés à Eilat. On vous dira le nom de ce sportif lorsqu'on le présentera à la fin de cette heure d'actualité sur Radio Kalita. Voilà donc pour le programme de l'heure d'actualité. Et bien voilà, il est 8h08 sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir de retrouver Alex Greenberg. Alex, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Mais nous, ça va bien et on vous a sollicité parce qu'on a bien besoin de mieux comprendre un peu cette situation de mi-guerre, mi-diplomatie, mi-guerre, mi-négociation entre les Iraniens et les Américains. La première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, est-ce que ça peut durer longtemps comme ça ? C'est-à-dire ça peut durer jusqu'aux primaires, aux élections du mid-term en novembre prochain ? Ou alors on va assister à une sorte de développement qui risque de nous plonger véritablement dans un conflit à nouveau ? Je dirais quelque chose au milieu. Bien sûr, je ne sais pas exactement ce que va advenir, mais je dirais que oui, ce que vous dites, ça va continuer jusqu'aux primaires, mais d'autre côté, je ne vois rien de dangereux pour Israël, évidemment. Dans ce développement, c'est plutôt bénéfique. Voilà, on voit que l'Iran est en train d'attaquer tous les pays arabes adjacents. Et j'ai même vu hier ou avant-hier un commentateur égyptien s'écrier « Arhab Dawla », le terrorisme d'État. C'est-à-dire qu'est-ce que se passe que l'Iran chiite attaque les Arabes, tandis que les Juifs sont calmes. Les Juifs sont calmes. Alors justement, est-ce qu'on peut rester calme comme cela longtemps ou vous pensez que par exemple la semaine prochaine, il y a une rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou et que Netanyahou va demander à Donald Trump de s'impliquer ? Je ne sais pas qu'est-ce que Netanyahou va demander aussi. Je ne suis pas sûr qu'Israël doit s'impliquer maintenant. Oui. Justement, maintenant c'est idéal. Tout le monde voit que ce que se passe, voilà, ça n'a rien à voir avec Israël, mais bon, on sait tous très bien que les Juifs paient toujours, bien sûr, même s'ils ne sont pas impliqués, ils sont toujours impliqués. Mais cela ne risque pas de devenir plus dangereux parce que on voit littéralement le régime iranien épuiser sa force et ses ressources. Et justement, la réalité nous tous pouvons voir tourne en dérision toutes les estimations, je dois dire, débiles, franchement, qu'on a pu entendre ici en Israël. Voilà, l'Iran est devenu très fort. Oui. Notre situation stratégique est pire qu'en 1948. Je dirais, pourquoi pas pire qu'en 1917, pendant la déclaration Balfour. C'était encore pire. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et je dois rappeler aussi que dans les régions du sud de l'Iran, la température peut arriver à 50 degrés, c'est même un peu pire qu'à Paris il y a quelques semaines. Et il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité. Les pannes d'électricité, les courts-circuits se multiplient en Iran chaque jour et non à cause de bombardements américains, mais à cause de l'exhaustion de ressources énergétiques. Et surtout, voilà, maintenant, il y a la blocade américaine sur l'Iran. Donc, les soldats iraniens, je ne sais pas si c'est l'armée régulière ou les gardiens de la révolution, et non, il n'y a pas d'argent, pour leur payer leur salaire. Je parle des officiers, pas de soldats. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, Donald Trump, après avoir tenté la carte de la négociation parce qu'il était pressé par, on va dire, l'aile isolationniste de J.D. Vance, c'est bien revient vers une sorte de guerre latente, une guerre, on va dire, d'usure contre le régime iranien et que c'est finalement cette guerre qui pourrait faire chuter le régime au bout du compte ? C'est exactement ça. Je ne suis pas sûr si ça va faire chuter le régime, mais oui, c'est la guerre d'usure contre le régime. C'est exactement, je ne sais pas comment dire en français, Mida keneged Mida.
La guerre d'usure que le régime iranien tentait d'imposer à Israël est maintenant imposée à lui aussi. Je crois que Trump a fait une décision très rationnelle parce que, encore une fois, le problème énergétique d'Ormuz est un problème mondial. Le président américain ne peut pas l'ignorer. Et selon tous les conseils militaires qu'il reçoit, moi aussi, à mon humble avis, il n'y a pas de solution militaire pour ce problème. C'est-à-dire, je ne le dis pas évidemment dans le sens pacifique qu'il faut parler avec l'Iran, non. Je veux dire que même si on attaque toutes les installations du régime iranien, les Iraniens quand même maintiennent leur capacité de répliquer et lancer des missiles de courte portée sur tous les pays du Golfe, et ils peuvent continuer, voilà, à jouer avec leur jeu de protection à Hormuz. Et le meilleur moyen, donc, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en bref, que n'importe quelle escalation militaire ne va pas éloigner ces problèmes-ci, dans le sens étroit de confrontation militaire. Alors, on avait dit que Trump avait changé son fusil d'épaule et avait opté pour la négociation parce qu'il y avait les midterms et puis parce qu'il voulait préserver le prix du pétrole relativement bas. Or, on l'a vu ces derniers jours, Alex, le prix du pétrole a augmenté, je crois, de 15 à 20 dollars. On est à 86 dollars le baril. C'est pas tout à fait un prix relativement bas pour les Américains. C'est-à-dire, c'est pas véritablement un grand succès de ce point de vue-là, la démarche de Donald Trump. Bon, j'avoue que je n'ai nulle prétention d'analyser les prix du pétrole. C'est un sujet très très compliqué, mais on sait très bien que les fluctuations des prix du pétrole sont très volatiles et dépendent même des spéculations verbales. Par exemple, la même rumeur de l'insécurité causée par les Iraniens risque déjà de faire flamber les prix pétroliers. En tout cas, on ne peut pas laisser cette situation comme ça. Et voilà que l'Iran s'engage dans une piraterie pur jus, quoi, dans les détroits de Hormuz. On ne peut pas leur laisser faire, même si cela entraîne voilà, des trucs pas le meilleur pour l'économie. Parfois, il y a des situations qu'on ne veut pas créer, mais quand même, il n'y a pas d'autre choix. Alors, on a parlé de cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu qui doit se tenir, sauf changement, lundi prochain. On dit qu'en fait, on va parler de l'Iran, bien entendu, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'Iran actuellement, mais il semblerait que le président américain ait d'autres reproches à faire à Benjamin Netanyahu sur d'autres fronts, en particulier le Liban et la Syrie. Le président américain l'a dit à sa manière, avec ses formules choc, en disant à Benjamin Netanyahu, « Il ne vous aime pas, Bibi, là-bas, donc essayez de vous retirer ». C'est quelque chose de réaliste dans ce qu'on vous pensez qu'il va y avoir maintenant des pressions sur Benjamin Netanyahou, surtout alors que l'on rentre en période électorale, pour se retirer par exemple du Sud-Liban ou se retirer de la partie de la Syrie qui est actuellement occupée par les Israéliens? Peut-être, j'imagine que Trump puisse proférer quelques mots de sagesse à Netanyahou aussi. Oui, sur le fond de ces élections à lui, il ne veut pas se dessiner comme quelqu'un qui obéit Netanyahou. Qui alors, c'est quoi le narratif antisémite américain, que c'est aussi le français évidemment, que voilà, le lobby israélien, et Netanyahou a tirer Trump et l'Amérique vers cette guerre inutile et débile. Mais je suis pas sûr je suis certain que Netanyahou ne va pas jamais y céder, pas seulement à cause de ses considérations électorales aussi, qui sont contradictoires, les considérations électorales de Netanyahou et de Trump, mais aussi parce que c'est une réalité élémentaire et simple. On comprend très bien que c'est hors de question, surtout après la découverte de toutes les infrastructures
souterraine terrible de Hezbollah qui visait les villes de notre nord. Et là encore, on peut dire d'une certaine manière, de la même manière que vous disiez à l'instant que l'Iran est aujourd'hui considérablement affaibli, on peut dire exactement la même chose sur le mouvement terroriste chiite dans le nord, c'est-à-dire qu'il est bien moins que l'ombre de lui-même depuis quelques mois. Oui, bien sûr, c'est évident. Bon, voilà, ça aussi c'est très important à voir. Au début, on avait peur que Trump se mettrait d'accord délier sérieusement le dossier libanais avec le dossier iranien. C'est que le but, l'intérêt suprême des Iraniens. Maintenant, on voit que, et je rappelle à tous nos spectateurs que voilà, qu'on est au milieu d'une trêve entre l'Iran et les États-Unis. Voilà, donc ça n'existe plus. Mais tout cela est possible à condition qu'on contrôle le terrain et dicte à cette petite compagnie, quelques messieurs, dames qui s'appellent le gouvernement libanais, qu'on leur dicte nos conditions. Oui. Uniquement dans ces cas-là, on peut garantir la situation actuelle plus souvent où le mouvement terroriste chiite n'est que l'ombre de lui-même. Alors, et par rapport à la Syrie, parce que il y a une rencontre la semaine dernière entre Achara et Trump, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que le président américain se laisse persuader, se laisse facilement convaincre par le président syrien d'exiger de Netanyahou un retrait des forces israéliennes? Est-ce que c'est dans le cadre de cette alliance, de ce rapprochement entre les États-Unis et la Turquie aussi? Est-ce que tout cela est lié à votre avis? Et oui et non. D'un côté, oui, il peut toujours dire quelque chose. La question, ce n'est pas si Donald peut dire quelque chose. Il peut dire beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui. Oui, il dit beaucoup de choses. La question est quel est son intérêt, à quel point il laisse convaincre. C'est sûr que l'ambassadeur Thomas Burke, j'oublie si c'est l'ambassadeur au Liban. Au Liban et quelques ambassadeurs d'autres ambassadeurs, c'est vrai, ils ne sont pas diplomates, ce sont des hommes d'affaires qui, pour moi, peuvent s'occuper avec la promotion de leurs intérêts, je dirais même pécuniaires. Oui. Ils s'en foutent et ce qui concerne l'amitié, avec Erdogan, c'est plutôt, il ne faut pas l'exagérer, surtout, je crois que notre opposition qui déteste Netanyahou ne peut pas comprendre une chose. On est devenu accro à cette habitude juive ashkénaze, prendre au sérieux les paroles. Oui. Trump dit Erdogan is my wonderful friend. Oui. Bad things may happen. Oui, mais quand même, c'est Netanyahou qui peut arriver à Washington comme il veut, plus ou moins. Oui, et pas Erdogan. Ce n'est pas si simple. Mais c'est très volatile tout ça, parce que quand on voit Donald Trump, c'est-à-dire du jour au lendemain, il peut changer. Il y a des informations, par exemple, qui ont été rendues publiques aujourd'hui, sur lesquelles il y aurait eu des mouvements de pression de la part des pays du Golfe auprès de Donald Trump pour que Netanyahou soit écarté du pouvoir, c'est-à-dire pour tout faire pour que aux prochaines élections, Netanyahou ne puisse pas revenir, comme condition d'un apaisement régional, c'est-à-dire... Pardon Daniel, non, mais ce que vous dites, ok, c'était aussi quand on voit d'où viennent ces infos. Oui. Ça vient toujours, on sait très bien que si vous voyez... Alors d'où vient Barak David, il faut le jeter dans la poubelle, d'accord? Ouais. Dans ces cas-là, les Saoudiens... Barak David, pour nos auditeurs, il faut rappeler que c'est le correspondant de la chaîne 12 de la télévision israélienne qui affirme parler tous les matins à Donald Trump, quasiment. Il ne dit que la vérité, c'est-à-dire vous prenez ces paroles, faites le contraire et c'est là, voilà. C'est ça la vérité. Mais les Saoudiens ont dit que oui,
on veut la normalisation, mais à condition que Netanyahou ne soit pas au pouvoir. C'est plutôt... ça vous fait rire, quoi. On peut s'en passer. Et aussi, les intérêts, on voit très bien, par exemple, quand on suit les prix du pétrole, on voit très bien que les déclarations de Donald sont très logiques, très rationnelles et sont très cohérentes. Oui. Donc, j'ai du mal à comprendre quel intérêt réel va avoir Donald Trump s'il est pour faire la normalisation. C'est ça l'avantage de Trump. Oui. À côté de paroles, il est sincère, on comprend très bien quels sont les intérêts, ces intérêts sont réels. C'est beaucoup mieux que les intérêts américains des présidents qui veulent aimer Israël avec leur amour sévère. Le rêve, bon. de la gauche israélienne. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Merci beaucoup, Dr Alex Greenberg, d'avoir répondu à nos questions sur ces dossiers brûlants qui restent donc les relations entre les États-Unis et l'Iran, avec Israël qui est pour l'instant sur la touche. Et vous nous dites, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux dans le contexte actuel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Voilà, il est 8h24 sur Radio Qualité. Je vous propose d'écouter dans quelques instants la chronique de notre ami Eliaou Atlan qui nous parle des sages de Safed qui ont composé le très célèbre piout de Eshet Raïl qui rend hommage, un hommage appuyé à la femme juive, en particulier au moment de l'entrée. Et ce matin, les deux grands quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, nous présentent une manchette semblable consacrée à la dernière journée d'activité de la 25e Knesset aujourd'hui. Le bout du chemin, titre ce matin le Yediot Aharonot, en nous montrant des employés de la Knesset en train de retirer le tapis rouge à l'entrée du Parlement israélien en perspective des vacances parlementaires. Vite fait, avant que cela ne se termine, annonce le Israël Hayom toujours à propos de la Knesset et de ce blitz de loi que les parlementaires sont en train de voter depuis le début de la semaine jusqu'à probablement demain matin. Les deux grands quotidiens soulignent que le mandat de 4 années de cette 25e Knesset a été un des plus mouvementés de l'histoire du Parlement israélien, avec d'abord, bien entendu, la réforme judiciaire, puis également la catastrophe du 7 octobre pour aboutir aux derniers jours de cette Knesset qui sont marqués donc par une multiplication des projets de loi controversés votés par l'actuelle coalition gouvernementale. Le Israël Hayom mentionne en surtitre que la Cour suprême a publié hier un décret intérimaire interdisant la mise en application de la loi sur les déserteurs orthodoxes, une loi qui a été votée avant-hier soir. Le Yediot Aharonot dresse en première page un tableau des lois déjà votées ou à voter justement. Parmi les lois déjà votées cette semaine, il y a la loi sur la centralité de la Torah, loi fondamentale, la loi gelant donc les démarches judiciaires contre les déserteurs orthodoxes et même la loi divisant la fonction du conseiller juridique du gouvernement qui a été votée hier soir. Et dans ce tableau, il y a également des lois qui devraient être votées aujourd'hui ou encore des lois qui probablement ne seront pas votées comme la loi sur la formation d'une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Le Israël Hayom énumère aussi ces lois, mais de manière différente ce matin. Et puis ce matin également, à l'approche de la dissolution du Parlement israélien ou alors de la fin de son mandat, les observateurs dressent un bilan de l'activité de la Knesset. Merav Batito, dans le Yediot Aharonot, parle d'un gouvernement qui a échoué sur toute la ligne depuis le premier jour et qui surtout a profondément affecté le consensus national. Un gouvernement qui, selon elle, est tombé amoureux du slogan de la victoire totale contre les ennemis d'Israël et qui a préféré sa survie politique à sa responsabilité envers le public. Tova Tzimoki, elle, parle toujours dans le Yediot Aharonot du point de vue de Netanyahou, d'un mandat marqué par le sentiment d'avoir été persécuté dans son procès et d'avoir été dépendant de ses partenaires de la coalition. C'est ce qui a guidé, écrit-elle ce matin, le Premier ministre dans sa démarche de détruire le système juridique israélien. Dans le Israël Hayom, on peut lire ce matin un éditorial d'Elhanan Wasserman sur le dossier des orthodoxes dans Tsahal. Wasserman est le responsable de l'enrôlement au sein de la brigade orthodoxe des Hashmonaïtes, les Asmonéens, qui il suggère dans son éditorial aux élus israéliens de cesser de tenter de résoudre une situation en faisant voter des lois. Il leur propose tout simplement de faire ce qu'il a fait au sein de la brigade des Hashmonaïm, à savoir créer une réalité nouvelle pour le monde orthodoxe. C'est comme cela que doit se produire un changement social
mondiale. Il se dit persuadé que peu à peu, de plus en plus d'orthodoxes israéliens accepteront de s'enrôler dans Tsahal et la légitimation de cette démarche s'élargira, écrit-il. Et puis ce matin, dans le Yediot Aharonot, mais également sur le site Ynet, une interview donnée par le député francophone Dan Ilouz. Dan Ilouz, vous le savez, est l'un des députés Likoud qui a refusé de voter en faveur des lois visant à légitimer le refus des orthodoxes de servir dans Tsahal. Et hier, dans une interview qu'il a accordée au podcast du Ynet, eh bien, le député qui a annoncé hier son départ du Likoud a justifié son attitude en expliquant que c'était lui qui défendait les valeurs du Likoud. Il a également révélé que quelques semaines après les massacres du 7 octobre, le Likoud s'est préparé à voter une motion de censure contre Binyamin Netanyahou, mais au sein du grand parti de droite, on n'est pas parvenu à identifier un remplaçant qui ferait l'unanimité, et donc on a renoncé à une telle démarche qui serait révolutionnaire, il faut bien l'avouer. Enfin, Dan Ilouz annonce qu'il sera heureux de continuer à servir le peuple d'Israël à la Knesset, mais il ne précise pas dans quelle formation politique. Et en marge, le Yediot Aharonot annonce un autre départ de la Knesset, celui du ministre de l'Alia et de l'intégration Ophir Sofer du parti sioniste religieux, le parti de Bezalel Smotrich. Le Yediot Aharonot se penche sur la rencontre de la semaine prochaine à Washington entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot indique que cette rencontre prévue pour lundi ne ressemblera en rien à celle que les deux hommes ont eue à la veille du déclenchement des opérations militaires contre l'Iran. Il sera question bien entendu de l'Iran, mais les véritables divergences de vues vont jaillir dans les dossiers du Liban et de la Syrie, deux pays d'où Donald Trump voudrait voir Tsahal se retirer. Le Yediot Aharonot évoque des informations sur une délégation israélienne qui s'est rendue il y a quelques jours à peine à Washington et qui a présenté à l'administration Trump des preuves irréfutables de l'existence d'une nouvelle centrale nucléaire que Téhéran construirait dans les montagnes iraniennes. Et dans ce contexte, le Maariv se fait l'écho ce matin en page d'ouverture de son site de la confrontation entre Américains et Iraniens qui atteint un nouveau palier, avec l'intention de Donald Trump de déployer en territoire iranien ou sur des îles dans le Golfe Persique des forces de l'infanterie américaine. Et puis dans le Yediot Aharonot et dans le Israël Hayom de ce matin, un rappel historique qui nous ramène au sud Liban. Les journalistes Yair Kroz du Yediot Aharonot et Lilar Chouval du Israël Hayom se sont rendus hier à l'invitation de Tsahal à Bin Jebel, l'un des villages symboles de la guerre entre Israël et le Hezbollah. C'est en effet de Bin Jebel que Hassan Nasrallah, le leader du parti du mouvement terroriste chiite, avait en mai 2000, juste après le retrait des forces de Tsahal, comparé la société israélienne à une toile d'araignée qui se disloque au vent. C'est aussi là que s'est déroulé il y a 20 ans presque jour pour jour le combat héroïque au cours duquel le commandant Roy Klein de la brigade des Golani avait sauté sur une grenade en clamant le schéma Israël afin de protéger ses soldats. Et bien aujourd'hui, le Yediot Aharonot nous montre une photo impressionnante de Bin Jebel qui est quasiment totalement détruite. De son côté, le Israël Hayom nous livre une information importante à confirmer. Selon des sources libanaises, le Hezbollah attendrait un feu vert iranien en perspective d'une attaque qu'il pourrait mener contre les localités israéliennes du nord du pays. Et puis nous allons terminer cette revue de la presse israélienne comme nous le faisons chaque jeudi par un survol de l'édition hebdomadaire d'Actu-J, une édition qui a décidé de consacrer cette semaine son dossier à l'intention des Israéliens de parvenir au cours des prochaines années à une autonomie stratégique et militaire afin de ne plus être dépendants entre autres des bons vouloirs des États-Unis. On peut lire également une analyse sur le nouveau chantage iranien dans le conflit avec les États-Unis dans le Golfe Persique et le regain de tension entre les deux parties. Et enfin, un dossier sur la position du judaïsme face aux défis de fin de vie. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dov Maimon. Docteur Dov Maimon, merci d'être... Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité parce que dans le cadre de vos recherches et de vos enquêtes au sein du GPPI, eh bien, vous allez être très certainement intéressé par les derniers développements, ou en tout cas une enquête qui a été réalisée, un nouveau sondage qui a été réalisé par la société de presse, en tout cas, et le Centre pour les affaires publiques et la recherche, qui établit que les jeunes juifs américains, eh bien, modifient, on va dire, leur relation avec l'État d'Israël. Et d'une certaine manière, l'État d'Israël perd de sa place centrale dans l'identité juive américaine. C'est ce que révèle donc cette enquête. Je voudrais avoir votre appréciation, vos remarques concernant une telle enquête. Absolument. Donc, d'abord, c'est un phénomène qu'on a observé depuis longtemps, mais qui a cette année
est arrivé à une certaine maturité. 57% des Juifs américains ont commencé à changer leur comportement. Alors que jusqu'à présent, en France, on connaît ça depuis un bout de temps, où les gens cachent un peu leur identité. Ils savent que quand ils en parlent, ça crée du malaise autour d'eux. Ils préfèrent en éviter, ne pas dire qu'on est parti en vacances en Israël, ne pas dire qu'on connaît quelqu'un d'Israël, ne jamais parler d'Israël au travail. Aux États-Unis, c'était au contraire, on était fiers d'être juifs. C'était au contraire, les présidents américains ont tous des gendres juifs, etc. C'est avoir un gendre juif, c'était vraiment l'idéal. Et être juif, ce n'est pas quelque chose qu'on cachait. Et le lien à Israël n'était pas non plus caché. Et puis, c'est nouveau, il y a une sorte de maranisation, néo-maranisation, on commence à cacher son lien avec Israël. Et même dans la vie des Juifs américains, le fait de parler, de dire qu'on a un lien quelconque avec Israël, qu'on soutient Israël, l'idée même d'une souveraineté juive en Israël devient problématique, même si 75% des Juifs américains ont quand même un soutien globalement d'Israël face au Hamas ou face à l'Iran. On a quand même une distanciation. Alors je vais montrer le problème le plus important. C'est que c'est surtout la jeunesse qui est en train de changer. Voilà, c'est la jeunesse. Donc regardez, je vais faire un petit geste comme ça devant vous si vous arrivez à voir. Alors regardez, on a depuis l'émancipation, depuis la Révolution française, chaque génération est plus assimilée, plus décommunautarisé que la précédente. C'est un peu normal, on arrive dans un pays, au début on vit tous dans le même quartier, que ce soit à Saint-Paul ou à Belleville ou aux États-Unis dans l'Ouest Inde, et puis au fur et à mesure on s'intègre socialement, on s'intègre culturellement, en troisième génération on se marie avec des non-juifs, on disparaît en tant que juifs. C'est la straight line theory, la théorie générale, c'est vrai pour les Roumains ou les Marocains ou les Français en Israël, c'est la loi générale. Donc toutes les générations, les gens étaient plus assimilés que leurs parents, et le fait d'être en Israël, par contre, on a exactement le phénomène contraire. On est de plus en plus proche de la tradition. D'abord, parce qu'un tiers des jeunes juifs israéliens sont plus religieux et plus croyants que ce qu'ils étaient avant le 7 octobre. Mais toute la société israélienne est plus passée à droite, est plus passée d'être le particularisme et moins vers l'universalisme. On se sent plus chez nous, il y a plus d'antisémitisme, on se sent plus exclu de l'humanité. Et donc, en Israël, on devient de plus en plus à droite, de plus en plus particulariste, de plus en plus conservateur, et aux États-Unis, au contraire, on devient de plus en plus universel, solution du peuple seul. On fait partie de l'humanité tout entière, universaliste. Et on a un problème avec ce distanciation. Une distanciation, et plus il va y avoir d'antisémitisme, plus on va avoir cette polarisation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ceux qui sont un peu loin vont se sentir de plus en plus étrangers à Netanyahou, à Ben Gvir, à Smotrich, etc., et qui ont l'impression que c'est eux Israël, et qu'eux ils se disent mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ce peuple, ce projet qui a l'air d'être presque pathologique par rapport à mon identité juive, qui est le tikkun olam, d'aimer tout le monde, d'aider le pauvre, et donc ils ont du mal de plus en plus qu'à Israël. Ils préfèrent s'en détacher, ne plus s'identifier, ne plus être identifié avec ce projet qui leur fait honte quelque part. Mais ils préfèrent ne plus être identifiés à l'État d'Israël, mais ils essayent de trouver, si je ne m'abuse, des palliatifs au niveau de leur identité. Ça peut se traduire par exemple par un retour ou plus d'intérêt pour, par exemple, les fêtes juives, dans le calendrier, la volonté d'aller peut-être un petit peu plus souvent à la synagogue. Il y a cette tendance aussi, ou alors c'est... Tout à fait. Alors on a l'habitude de définir 7 dimensions dans l'identité juive. Il y a le lien avec Israël, mais il y a aussi le lien avec la communauté. On se sent proche des autres juifs, plus qu'avec les autres personnes. On se sent plus proche de la religion, de la pratique religieuse. On peut être plus de l'étude, ou on peut être plus de la culture, ou alors de la mémoire. C'est les 6 pôles. Et donc, il reste encore les 5 autres pôles. Si on enlève Israël, il nous reste encore le reste. Au contraire, on va se dire, non, je suis totalement juif et j'adore Rabbi Akiva, j'adore étudier le Talmud, j'adore le judaïsme, lire les grands penseurs de la pensée juive, que ce soit depuis Kafka à Frank Rosenzweig ou à d'autres, Gershom Scholem, mais le judaïsme israélien, je trouve que c'est cette partie-là qui serait liée à la terre, au particularisme. Dieu, de toute façon, il n'a rien à voir avec une seule terre, il est partout, et Dieu se révèle dans toute la création. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce petit projet sioniste qui veut créer un petit ghetto, ils ont le mal de mer, ils veulent se créer un petit ghetto là-bas. C'est un projet qui était peut-être beau au départ, mais qui finalement est en train d'aller vers la catastrophe. On est en train d'aller vers un monde où on va s'enfermer, et tout le monde nous déteste à cause de ça. Donc on a un phénomène qui est presque sans surprise, je vous dirais presque sans surprise, que les juifs américains ont du mal. À partir du moment où il y a de l'antisémitisme, les gens se distancient de leur identité, surtout de l'identité israélienne, qui est, elle, quelque chose d'un poids lourd pour leur vie. Ils sont mieux sans qu'avec.
Ils sont mieux sans qu'avec. Et est-ce que ça, toutes ces données, elles sont bien spécifiques au judaïsme américain, ou alors on retrouve ce même type de comportement dans certaines communautés en Europe, peut-être par exemple chez les... C'est très intéressant. En effet, d'habitude, donc j'ai dit depuis l'émancipation, depuis la Révolution française, chaque génération en France était plus assimilée. Mais depuis le début du XXIe siècle, et c'est Sergio de la Pergola qui a montré ça dans tous les pays d'Europe, les études du FRA, de l'Union européenne, etc., nous montrent que les Juifs, par contre, en Europe, ils font aussi, eux, leur coming in, au lieu de faire un coming out et de sortir de leur identité juive et d'aller, justement, d'être plus universalistes, ils se retrouvent plus dans l'entre-soi. À cause de l'antisémitisme, il y a toujours l'antisémitisme a toujours une polarisation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase de Anatoly Sharansky, qui dit qu'il y a une polarisation. Ça veut dire qu'une grande partie des Juifs vont diminuer leur profil juif pour essayer justement de ne pas créer de malaise autour d'eux. Et ceux-là, on n'entend pas vraiment parler. Et ceux qu'on va voir nous-mêmes sur la place de Paris, dans les cafés, dans les restaurants, dans les synagogues, dans les centres d'études, c'est justement les 10 ou 15% de plus, ceux qui ont été rattrapés par leur identité à cause de l'antisémitisme et qui, eux, se retrouvent dans l'entre-soi parce que eux, ils ont fait leur coming out juif parce qu'ils ne peuvent plus supporter de ce qu'ils entendent autour d'eux et ils vont de plus en plus être dans l'entre-soi et de parler avec des gens qui sont comme eux. Donc, et nous, on voit, alors on a l'impression, justement en Europe, qu'il y a un renforcement de la communauté, on a 10% de plus dans les mouvements de jeunesse, de jeunes, on a plus de gens dans les activités, on a plus de gens dans les écoles juives, bien entendu, etc. Aussi à cause de l'antisémitisme, de la peur, etc. Donc on a finalement en Europe, on a au contraire un renforcement de la communauté et le lien avec Israël est tangible. D'abord parce que c'est des juifs séfarades qui n'ont jamais eu cette distanciation d'une manière structurelle et c'est très récent cette idée de séparer Israël et le peuple juif et le judaïsme. Tout ça fait partie du même repas de Shabbat. Tout ça, on est en train de manger, on a nos amis et les sociétés évidemment, ils ont des amis. 75% des Juifs de France ont la famille de première proximité en Israël. Oui. Donc, pour eux, quand ils entendent qu'il y a un soldat qui a été blessé, pour eux, c'est leur frère, leur sœur, leur cousin. Donc, le lien entre Israël et les Juifs d'Europe est très, très fort à cause de la proximité géographique, mais à cause du fait qu'ils ont beaucoup de familles là-bas. Finalement, les Juifs d'Afrique du Nord, surtout, sont arrivés. Une partie sont arrivés directement en Israël, une partie est passée par la France. Oui. On ne sait pas combien de temps ils vont encore rester en France, mais Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Je sais que vous êtes très préoccupé par l'avenir des Juifs de France. Juste une constatation à laquelle vous peut-être vous adhérerez. Finalement, d'un côté, eh bien, pour revenir vers une identité juive, eh bien, en Israël, ce sont les ennemis, on va dire le Hamas, le Hezbollah, les ennemis du monde arabe qui nous rapprochent vers notre identité. Et de l'autre côté, en diaspora, eh bien, c'est encore une fois l'antisémitisme qui ramène les Juifs vers leur identité. Voilà, tout à fait. Donc c'est toujours une conjonction de facteurs répulsifs et de facteurs attractifs qui font venir les gens en Israël ou qui font venir les gens vers leur identité. Et les gens, tout à coup, redécouvrent Rabbi Akiva, redécouvrent l'intérêt qu'ils peuvent trouver au judaïsme. Mais en Europe, ça va avec Israël. C'est-à-dire la vie à Israël. On va à Tel Aviv, on connaît Tel Aviv, on aime vivre en Israël entre juifs. Dès qu'on arrive en Israël, on se sent à la maison. On est un petit peuple, mais une grande famille. Là, on vit autrement. Et au contraire, alors qu'aux États-Unis, on a une distanciation et que les gens commencent à s'éloigner d'Israël, au contraire, en Europe, en tout cas pour la majorité des juifs, en tout cas ceux qui ont un lien avec les communautés, ceux qui ont un lien avec les communautés, eux se sentent très très proches d'Israël. Ils se sentent vraiment qu'on est en famille ici et qu'ils sont tout simplement, ils ont fait une alia mentale. Même s'ils l'ont pas fait physiquement, ils ont fait une alia mentale et dans leur tête, ils sont déjà quelque part. Ils sont déjà en Israël. Merci beaucoup, Dr Dov Maimon, pour ces précisions autour donc de cette enquête sur les changements, on va dire, de priorité de la part, en particulier des jeunes juifs américains au niveau de leur identité, de leur rapport, de la relation avec l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Dov. À bientôt et merci. Le vrai shalom, c'est l'harmonie des contraires. Les sages de Safed introduisent au XVe siècle ce que nous appelons aujourd'hui encore la Kabbalat Shabbat, l'accueil du Shabbat. Cet accueil se fait entre autres par la lecture de 2 textes majeurs, tous 2 centrés sur une figure féminine. La première est l'héroïne du Cantique des Cantiques, tandis que la seconde incarne la Eshet Chayil, la femme vaillante du livre des Proverbes du roi Salomon. Et en observant ces 2 personnages, nous avons l'impression que tout les sépare, à commencer par l'âge,
La Shulamite du cantique se présente sous les traits d'une jeune fille passionnée, amoureuse, alors que la femme vaillante apparaît comme une épouse adulte et responsable, une mère de famille. Le décor lui aussi diffère grandement. Le cantique déroule sous nos yeux les paysages d'Eretz Israël, alors que la femme vaillante semble passer inlassablement d'un atelier de travail à un autre, confinée dans son espace domestique et laborieux. Enfin, la jeune fille du cantique resplendit de beauté et de grâce, tandis que la sévère Eshet Raïl nous affirme que Sheker Achen ve'evel hayofi, que la grâce est mensongère, que la beauté est vanité. Pour quelle raison les sages ont-ils choisi ces deux figures opposées pour nous annoncer le Shabbat? La fête du Shabbat est la seule à laquelle le peuple juif associe traditionnellement le mot Shalom. On ne dit pas Sukkot Shalom, Pessah Shalom ou Chanukah Shalom, mais on dit bel et bien Shabbat Shalom. Le Shabbat en réalité ne signifie pas l'absence de conflit, mais bien la cohabitation harmonieuse des contraires. Durant toute la semaine, l'héroïne passionnée du cantique se trouve en guerre ouverte avec la rigoureuse femme vaillante. Cependant, le Shabbat offre à chacune d'entre elles une neshama yetera, un surplus d'âme et de spiritualité qui permet de supporter et même d'apprécier nos propres contraires. Les kabbalistes de Safed ont exprimé cette idée profonde à travers la lecture de ces deux textes que tout oppose, mais qui, une fois saisis dans leur unité spirituelle, offrent un avant-goût du monde futur, Me'en Olam Haba, ce monde dans toute sa plénitude. Shalom vient du mot Shalem, et ce monde ne serait que bonté. Olam Shekulo Tov. Shabbat Shalom. Eh bien, nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir dans notre studio David Saada. David, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir fait le déplacement ici à Jérusalem pour nous parler de la paracha de la semaine et du lien que l'on peut trouver entre la paracha de la semaine et l'actualité brûlante. Alors, on commence un nouveau livre, le dernier livre de la Torah, c'est le Sefer Dvarim, Mishneh Torah, c'est-à-dire une sorte de répétition de la Torah et un grand discours de Moshe Rabbeinu. Et dans ce discours, Moshe Rabbeinu, on va dire, donne une feuille de route aux enfants d'Israël en perspective de la conquête de la terre d'Israël par Yehoshua, par l'armée des enfants d'Israël. Et d'emblée, on peut dire que Moshe Rabbeinu détermine les limites de cette conquête, là où il faudra aller, là où il faudra combattre, et surtout là aussi où il ne faudra pas combattre. Absolument, je crois que c'est tout à fait remarquable, parce que tout au long de l'histoire, et notamment dans l'Antiquité, à l'époque donc de la première conquête d'Eretz Israël, les nations conquérantes sont des nations qui ne s'embarrassent pas de la conquête des nations avoisinantes. Je dirais c'est en fonction de la force militaire que se constituent des empires. Or, ici, dans la paracha de Dvarim, et d'ailleurs dans le livre précédent, celui de Bamidbar, où on décrit de manière très très claire les frontières d'Eretz Israël, dans la paracha de Dvarim, sur la demande de Dieu, naturellement, Moshe dit aux enfants d'Israël, écoutez, vous allez rentrer maintenant en Canaan, mais attention, il y a des pays qui existent, constitués, le pays d'Édom, le pays de Moab. Vous n'avez absolument pas le droit d'empiéter sur ces pays. Voilà. Et donc, ce qui vous est réservé, c'est une terre. C'est une terre. Pas plus et pas moins. C'est très lié, je dirais, ça éclaire notre actualité, puisque aujourd'hui, avec le retour du peuple d'Israël sur sa terre, après 2000 ans d'exil, on nous reproche la colonisation de cette terre. Une colonisation. Il y a la démarche unique qui est demandée par la Torah, unique, absolument unique, parce que toutes les nations se sont développées en conquérant des terres qui n'étaient pas les leurs. La Torah nous dit, vous avez une terre.
vous allez la conquérir, mais vous ne conquérerez pas plus que cette terre. Oui, mais alors je peux aussi vous répondre d'une certaine manière qu'il y avait des peuples aussi ici, et que il y a, on connaît le premier rachid de la Torah, de Bereshit, dans lequel Rachid explique qu'il fallait commencer par Bereshit pour dire que en fait la terre est à Dieu. Ah, donc à partir du moment où la terre est à Dieu, pourquoi finalement on a besoin de faire des limites? La terre est à Dieu, bien sûr. La terre est à Dieu, c'est-à-dire que la terre est dévolue par Dieu. Oui, elle est à Dieu, mais Dieu peut la confier au peuple d'Israël. Voilà. Les nations cananéennes se sont installées sur cette terre-là, aussi par la conquête, mais pas par la parole de Dieu. La spécificité, je dirais, de la relation entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, ça n'est pas, je dirais, comme les autres nations, le fait d'avoir conquis cette terre un peu par hasard, parce qu'ils se sont trouvés là à un moment. La Torah dit de manière très très claire, cette terre-là, elle est dévolue au peuple d'Israël par une volonté transcendante de Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où on rejette, dans le monde laïque, Dieu, on n'accepte pas cette approche-là, mais c'est l'approche de la Torah. Et aucune nation, je dirais, ne se développe en fonction d'une parole divine qui impose des limites. Les limites de la terre sont définies de manière très très claire dans le livre de Bamidbar. Alors il y a tout de même puisqu'on l'a vu, on en a parlé à la fin du livre de Bamidbar, justement, dans les 2 dernières parachiotes, on parle des deux tribus ennemies qui, elles, veulent rester de l'autre côté du Jourdain. Finalement, là, il y a peut-être aussi justement une volonté de dire on voudrait un petit peu d'expansionnisme israélien ou juif de l'autre côté du Jourdain, parce que là-bas les terres sont plus fertiles. C'est pas une entorse à ce principe? Ce n'est pas exactement une entorse, parce qu'en réalité, ces 2 territoires-là, qui étaient des territoires qui jouxtaient la terre de Canaan, devaient être uniquement traversés par les enfants d'Israël. Pour le Og et Sichon, qui étaient les 2 rois de ces 2 pays-là, ils auraient pu éviter la guerre. Et le peuple d'Israël aurait pu passer sans coup férir pour entrer en Canaan. Ils ont refusé. Ils sont venus pour essayer non seulement d'en découdre, mais je dirais de liquider ce peuple qui voulait simplement traverser leur territoire pour pouvoir entrer en Canaan. Ils ont perdu la guerre, en réalité. Ils ont attaqué Israël et ils ont perdu la guerre. Donc ça n'est pas là non plus, il n'y avait pas de volonté de conquête. Il n'y avait pas de volonté de conquête de la part d'Israël à l'époque. Il n'y avait pas de volonté de conquête de ces 2 royaumes, Bashan et le royaume des Émorites. Il s'est trouvé que la guerre a été voulue par les 2 rois, Og et Sichon, et par la suite, d'ailleurs, je dirais l'installation de l'autre côté du Jourdain n'a pas été tout de suite vue d'un œil très favorable. Non, bien sûr. Par Moshe. On a vu les critiques émises par Moshe. Mais alors finalement, on est dans une dimension où effectivement, on est dans ce début du livre de Dvarim, et on voit d'une certaine manière Moshe Rabbeinu qui déjà, on va dire peut-être redéfinit, parce que bien sûr, il y a une alliance, il y a l'alliance du Sinaï, mais c'était il y a 40 ans. Et on avait l'impression, donc, d'une certaine manière, à l'époque, que le centre de gravité, c'était les Aseret HaDivrot, les 10 commandements, la Torah. Or là, peut-être, dès le début du livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu remet un peu les pendules à l'heure et dit l'essentiel, c'est ce qui va se passer dans la terre d'Israël. Absolument. Le but ultime de la sortie d'Égypte, c'est l'installation sur la terre d'Israël. Le don de la Torah n'a pas de sens sans l'installation sur la terre d'Israël. La Torah doit être appliquée à travers ses mitzvot sur la terre d'Israël. La terre d'Israël, et c'est ça que, je dirais, de manière générale, on a du mal à comprendre. À notre époque aussi. La terre d'Israël est un élément absolument essentiel, fondamental,
de la foi d'Israël. Il y a pas de, on ne peut pas imaginer un judaïsme sans la terre d'Israël. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est même pas, je dirais. Et pourtant, l'histoire d'Israël a. Sioniste, pas du tout. Ou alors, il faut faire remonter le sionisme à 3000 ans. Mais il y a pas, on ne peut pas imaginer simplement. D'ailleurs, c'était la faute des explorateurs qui pensaient pouvoir appliquer la Torah sans avoir à s'installer sur la terre d'Israël. C'était leur erreur fondamentale. Et là, Moshe Rabbeinu remet les pendules à l'heure et il nous explique en fait finalement que c'est-à-dire que l'aboutissement, c'est la terre d'Israël, et que même, on va dire, l'aboutissement de toutes les mitzvot, la pratique de toutes les mitzvot, ça ne peut être qu'en Eretz Israël. Et là, quelque part aussi, il y a un lien peut-être avec la situation dans laquelle on évolue aujourd'hui, peut-être en particulier depuis le 7 octobre, on en a parlé avec vous, de ce retour vers une identité plus juive, plus hébraïque, on va dire, pour utiliser des termes de Manitou, sur la terre d'Israël, c'est-à-dire que sur cette terre d'Israël, cette terre d'Israël, on pourra la conserver que si on reste fidèle à l'enseignement de la Torah, fidèle à l'enseignement de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est dans les deux sens, quoi. Absolument. Quelle est la finalité? Elle peut être exprimée en termes très très simples. Le but de l'observance des mitzvot, de l'étude de la Torah, de l'installation en Eretz Israël pour cela, c'est en fait de faire de cette terre la terre où la présence divine va demeurer. C'est le but. C'est le temple, Jérusalem. C'est-à-dire, c'est ça le but voulu par Dieu. C'est ça le but voulu par Dieu. C'est que l'homme retrouve un contact direct avec la présence divine et que ce contact direct, dont le foyer est Eretz Israël, rayonne dans le monde entier. Mmh. Et d'une certaine manière, vous avez évoqué les explorateurs. D'une certaine manière, on est dans les 3 semaines, on est rentré dans la période des 9 jours qui précèdent Tisha B'Av. D'une certaine manière, c'est une leçon que ça se déroule, c'est-à-dire que cet enseignement soit livré dans le livre de Devarim, que dans la Sidra de Devarim qu'on lit toujours avant Tisha B'Av, bien comprendre l'importance de la signification de la terre, de la souveraineté sur la terre, et de ne pas oublier les enseignements de Moshe Rabbeinu à ce niveau-là. Parce qu'on peut dire même que les exils sanctionnent des défaillances du peuple d'Israël par rapport aux devoirs qui s'imposent sur la terre d'Israël. C'est ça l'exil, finalement. Vous n'avez pas compris l'importance de la relation que vous devez avoir avec la terre d'Israël, et donc la sanction, c'est éloignez-vous de la terre d'Israël par l'exil, mais vous reviendrez, parce que c'est ce que dit d'ailleurs Moshe Rabbeinu lui-même. Dans tout le livre de Devarim, il dit « Vous allez connaître l'exil, mais vous reviendrez ». Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé donc sur cet aspect de la paracha de la semaine, de la paracha de Devarim, des premières parachas du livre de Devarim. On en parlera beaucoup de ce discours, de ce grand discours de Moshe Rabbeinu qu'il va livrer, lui, devant l'ensemble de la nation, du peuple d'Israël. Et bien entendu, donc dans cette perspective aujourd'hui de ces 9 jours, de cette perte de souveraineté sur la terre d'Israël liée à Tisha B'Av. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom. Et merci d'être venu dans notre studio. Shabbat Shalom. Les résultats des Maccabiades, on en a beaucoup parlé cette semaine, on a fait un bilan avec Kiki Kandel qui a dirigé la délégation des Olim de France, mais on veut revenir en particulier sur les médaillés, et en particulier sur les médaillés d'or, et nous sommes en ligne avec un médaillé d'or de ces 22e Maccabiades, Boris Janisek. Bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez remporté la médaille d'or par équipe en épée. En escrime, donc une discipline qui est pas courante, hein, je le disais, on en parlait hors antenne, faire du foot, c'est presque naturel pour la plupart des Olim, ou en tout cas les gens jouent au foot en général, ils jouent aussi au tennis, alors on peut obtenir des médailles dans ces disciplines, mais faire de l'escrime, de l'épée en particulier, c'est pas courant. Alors d'abord, expliquez-nous comment vous avez obtenu cette médaille d'or.
Alors, déjà, bonjour. Bonjour. À l'escrime, il y a trois armes. Il y a l'épée, il y a le furet, il y a le sabre. Je vais pas entrer dans les différences, les nuances de l'une à l'autre. Comment on l'a obtenu? En fait, il y avait pas assez d'escrimeurs français pour pouvoir constituer une équipe de France. Donc, on a mixé les équipes, comme ça s'est fait dans d'autres sports d'ailleurs. Et j'étais avec 2 Israéliens, avec Ido et Pavel. Il faut savoir aussi que en Israël, la plupart des escrimeurs sont d'origine russe ou ukrainienne, parce que c'est un sport qui est très très répandu dans l'ancien bloc de l'Est. Autant en Israël, c'est assez nouveau, même si finalement aujourd'hui dans les jeunes générations, vous avez un Israélien qui est champion d'Europe par exemple, vous avez des Israéliens qui brillent à l'épée notamment, qui est l'arme la plus courante dans le monde de l'escrime. Et donc on a constitué cette équipe. Et puis on s'est tout simplement éclaté, quoi. On a fait ce qu'on essaie de faire depuis des années, de bien tirer, de faire quelques belles touches. Et puis voilà. Et l'osmose a pris et on a réussi à décrocher cette médaille d'or. Donc c'est une médaille d'or par équipe que vous partagez avec 2 Israéliens. Vous parliez des Olympiques de France, vous parliez des Russes, mais votre nom aussi, c'est un nom d'origine russe aussi, hein, Boris Janisek. Non. Alors moi, j'ai fait mon allié avec mon épouse Déborah, mes 3 enfants. Il y a 5 ans, et c'est vrai que quand on entend mon prénom, notamment Boris, on parle russe systématiquement. Donc moi, mon nom est d'origine tchèque. Mon père est croate. Mais ma mère est israélienne, née à Yafo, et non, j'ai absolument rien de russe, mis à part un nom, un consonance un peu soviétique. Alors d'accord, combien de temps, la question qui m'intrigue, c'est combien de temps on se prépare à une compétition comme celle des Maccabiades? Est-ce que vous avez vraiment repris un entraînement particulier pour remporter cette médaille d'or, ou alors vous êtes allé comme ça avec on va dire des réflexes habituels, ou quelle est votre formation en tant que on va dire comment on dit, escrimeur, bien entendu, dans cette discipline? Alors, je peux vous dire la vérité? Oui. Bon, je me suis pas beaucoup entraîné techniquement sur la piste d'escrime. Je me suis entraîné en courant, en faisant du vélo, en faisant des efforts et du sport. Techniquement parlant, sur l'escrime, j'ai plus essayé de ressortir ce que j'avais comme réflexe qui était resté. D'ailleurs, ils étaient restés d'où? Vous avez fait la compétition. J'ai fait beaucoup d'escrime quand j'étais plus jeune. J'étais en équipe de France junior, j'étais en équipe de France universitaire. J'avais été présélectionné au JO d'Atlanta, donc Atlanta, vous voyez, c'est en 96. Oh là là, oui. Oui, oh là là. et donc non, là, voilà, c'est de l'entraînement, un vrai entraînement. C'est ce qui m'a manqué pour pouvoir aller plus loin, notamment sur la compétition individuelle où j'ai fini 5e. Et il faut savoir que vraiment les Israéliens, pour le coup, donc majoritairement d'origine soviétique, est, russe, ukrainien. Enfin, soviétique, ça fait vraiment années 50, mais voilà, sont issus de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il y a une vraie équipe israélienne qui cartonne dans les compétitions internationales. Et donc voilà, la compète était d'un assez bon niveau. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'est vraiment éclaté, et je voulais vraiment rendre hommage à Kiki Kandel pour l'organisation de cette délégation escrime, pour cette délégation française. C'était fantastique. Il a mis une passion, une niaque, et vraiment, on a vraiment kiffé de faire cette compète et de faire les Maccabiades de bout en bout. Donc bravo à lui et bravo à toute l'équipe. Alors un mot sur votre personnalité. Vous avez fait votre allié il y a combien d'années, je crois? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'est ça. Et vous veniez d'où? Quel milieu? On va dire quelle profession aussi? Alors moi, j'ai fait mon année à 5 ans. J'arrivais de Paris. J'ai été dirigeant dans différentes entreprises. J'ai dirigé la Maison de la Durée. J'étais chez L'Oréal, chez Estée Lauder. Et en arrivant en Israël, j'ai dirigé la marque Estée Lauder, une marque de cosmétiques. Après, j'ai rejoint Sabon. Après, j'ai relancé mon activité de conseil en management de marque. Et aujourd'hui, je suis pas mal à Paris. Je suis encore en Israël. Je suis un peu entre les deux. Alors où je vous parle, je suis à Paris. J'espère revenir très très vite en Israël. Et voilà, je suis à cheval entre les deux. Et mon épouse bosse dans une boîte 100% israélienne, chez Factory 54. Ah ouais, très bien. Eh bien, très bien. C'est aussi important de souligner, on va dire, l'intégration en Israël, c'est-à-dire ça prouve aussi le fait de participer, ne serait-ce qu'au Maccabiades, dans cette équipe des Olympiques de France, ça prouve aussi une bonne intégration aussi. Merci beaucoup, Boris Janisek, d'avoir été avec nous. Si vous aviez un message pour terminer, un message à nos amis, l'expérience des Maccabiades, c'est quelque chose qu'il faut essayer de vivre si on a fait du sport en haute compétition en général. C'est absolument fabuleux, les Maccabiades. C'est symboliquement déjà, c'est tellement riche, c'est tellement fort. Là, c'était la 22e édition. C'est
c'est tous les 4 ans, donc ça remonte, la première édition il y a quelques temps, avant la création d'Israël. C'est un moment d'union fabuleux et le slogan c'était More Than Ever pour cette édition, plus que jamais. Donc on s'est tous retrouvés du monde entier, malgré un contexte particulier. Il y a quelques délégations qui n'ont pas réussi à venir, comme le Canada, comme l'Australie, mais on s'est retrouvés à une 40aine de nations et c'était juste absolument fabuleux. Et un grand chapeau à toute l'organisation. Et juste un point, parce qu'on l'a fait avec d'autres sportifs, vous avez concouru pour la mémoire d'un des soldats israéliens qui est tombé au combat ? Absolument, c'est très important. Ouais. J'ai concouru pour la mémoire de Meir Eliaou Ohana, qui est tombé au combat à Gaza le 23 décembre 2023. Voilà, et c'est important de rappeler son souvenir de Meir Eliaou Ohana, bien entendu, le père de nos amis Avi Ohana de Haïfa. Merci beaucoup Boris Janicek d'avoir été avec nous ce matin pour parler de votre médaille d'or avec les Israéliens. C'est aussi un beau symbole aussi de coopération dans les Maccabiades. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous, au revoir.